Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. 30 minutes d'infos sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans Extra School, on parle engagement. Le sommaire, c'est l'un des enseignements de cette dernière élection présidentielle. L'abstention record, forte, très forte, notamment chez les jeunes. Nouveau cri d'alarme et il y a de quoi s'inquiéter. Cette jeunesse boude les yeux, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne s'engage pas. Vous le verrez dans un instant. État des lieux avec Mathilde Vessels, comité jeunesse et autres comités d'éthique. Comment fonctionne la participation citoyenne chez nos jeunes dans les villes? Quelles propositions et surtout quel type d'action? Éléments de réponse dans un instant. Et puis, faut-il revoir, oui ou non, notre éducation à la citoyenneté? Quel rôle doit jouer l'école? L'éducation nationale en fait-elle assez? On pose justement toutes ces questions à mes invités. Aurélie Gros, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire de Coudray, du Coudray-Monceau, ça se trouve en Essonne, vice-présidente de Grand Paris Sud et présidente de l'association La France Vraiment, avec un événement très bientôt, oui, début juin. Début juin, un sommet citoyen. À Marseille, à 3 Marseille. et 4 juin. Effectivement, on en parlera dans un instant. On est en plateau également avec Sarah Guinan. Le comeback, je crois que la dernière fois, on était en Skype, me semble-t-il, effectivement, pour Virtual Class. Vous êtes élève en première, membre de l'Assemblée citoyenne locale de plaisir, ça se trouve dans les Yvelines, fondatrice, je le disais, de Virtual Class et du podcast de vulgarisation scientifique Kesako. C'est quoi? Et puis, on est en Skype avec Adjara Ouedraogo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante en Master 1 Sciences Poétiques à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, élu du comité jeune ANASEJ, membre du Conseil parisien de la jeunesse et du comité d'éthique de la police municipale de Paris. Ça fait des CV. C'est parti, la loupe. Salut Mathilde Vessels. Salut. Tu nous parles aujourd'hui du conseil municipal jeunesse. Ça consiste en quoi? Alors, je suis sûre, Patrice, que lorsque vous étiez jeune, vous auriez adoré faire partie, justement, de cette organisation, parce que vous intéressez à la politique depuis toujours. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Et moi, faire bouger les choses, madame. C'est vrai, j'aurais adoré. Eh bien, lorsque l'on s'intéresse justement à la politique et à l'organisation de sa ville, eh bien, c'est souvent, c'est vrai, assez frustrant lorsqu'on a moins de 18 ans et qu'on ne peut pas voter. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut agir? Eh bien, pour les jeunes, il y a le conseil municipal jeunesse. C'est une assemblée qui permet de donner une parole justement à ces jeunes dans un rôle consultatif. En gros, ces jeunes peuvent faire des propositions lors d'assemblées générales pour améliorer la politique de leur ville. Les propositions, c'est bien, mais peuvent être adoptées? Eh bien oui, tout à fait, c'est quand même le but. Les délibérations peuvent conclure à adopter donc les propositions après approbation du maire ou du conseil municipal. Ce conseil municipal des jeunes est d'ailleurs inscrit dans la loi égalité, citoyenneté, article 55. Et le fonctionnement, c'est le même dans toutes les municipalités? Alors non, il varie selon les municipalités en fonction de l'âge des participants qui ont entre 9, c'est possible, et 30 ans. Attention, je le précise à nouveau, ils sont consultatifs, mais ils ont tout de même un pouvoir de mener des actions sur le territoire. Ce qui ne varie pas en fonction, c'est la parité qui est totalement respectée. Autant de garçons que de filles, ils doivent avoir moins de 30 ans, donc ça c'est pour tout le monde, et ils doivent être domiciliés également sur le territoire de la collectivité ou de l'établissement. Ce qui varie surtout, c'est l'organisation? Alors oui, effectivement, ces jeunes peuvent émettre des propositions et pour ce qui est de l'application, cela dépend donc des collectivités. Mais le plus important dans ce dispositif, c'est vraiment de sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté, qu'ils puissent comprendre comment ça se passe, comment dans les coulisses de la politique, comment ça fonctionne. Monsieur Chiffre de retour, je veux du concret, s'il vous plaît. Alors, je vais vous parler du fonctionnement de la ville de Paris. Le Conseil parisien de la jeunesse, dit le CPJ, a été créé en 2003, donc ça commence à dater. Il se déroule à l'occasion de réunions qui ont lieu en soirée tout au long de l'année. C'est à l'hôtel de ville, évidemment. C'est un conseil présidé par la maire de Paris, notre chère Anne Hidalgo. Ce conseil est composé de 100 jeunes âgés de 15 à 30 ans. 50 filles, 50 garçons, parité respectée, et sont désignés donc pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Son rôle, c'est donc d'associer les jeunes parisiens à l'élaboration des politiques municipales, d'éclairer les décisions également des élus et de mieux prendre en compte les attentes de ces jeunes, puisque c'est vrai, on l'a vu avec les dernières élections, ils disent souvent ne pas être assez entendus et donc c'est un moyen assez efficace pour les mettre au cœur de la politique de la ville. Et comment on rejoint ce fameux conseil jeunesse de Paris? Alors chaque année, un appel à la candidature est lancé par la ville de Paris pour pourvoir au remplacement des sièges vacants, puisque quand on a 30 ans, on part, et puis tous les 2 ans, je le rappelle, on doit quitter son siège. Les candidats sont ensuite départagés par un tirage au sort réalisé par un huissier de justice. Ces jeunes doivent avoir une activité sociale et régulière à Paris, soit un emploi dans la ville ou leurs études qu'ils effectuent dans la capitale. Et les nouveaux arrivants sont formés?
Oui, évidemment. Un séminaire est organisé en début de promotion pour accueillir et former les nouveaux arrivants. Concernant le fonctionnement, le Conseil doit rendre un avis sur des projets importants de la collectivité après avoir rencontré l'administration. Ces jeunes sont ensuite invités à venir présenter aux élus leurs propositions. On termine avec des exemples de propositions. Alors tout récemment, en avril 2022, il y a un mois, il y a eu un projet d'aménagement et de développement durable qui a été adopté, tout comme le développement touristique également, et puis la mise en œuvre du plan vélo anti-pollution. En 2018, par exemple, un plan climat anti-pollution a également été adopté par la ville de Paris. À ce jour, 6 vœux ont été présentés et adoptés. Le Conseil peut formuler un vœu chaque année pour information. Et parmi ces vœux, alors il y a la santé mentale des jeunes, la végétalisation de la ville, l'accès des jeunes au logement social et le lancement d'une campagne de sensibilisation au harcèlement de rue. Donc tous ont été adoptés. Vous avez préparé vos propositions, pas ? Pas encore, pas encore. Il y en a pas mal, donc il faut une longue liste. Oui. Mais moi, je suis plus dans les jeunes, vous savez, j'ai plus de 30 ans. Ah. Donc je ne dis pas qu'on Je ne l'aurais mais bon, jamais dit. pas grave. Oh, bah, bien sûr. Vous êtes auto-balancé. Non, c'est pas du tout mon genre. Expression orale, c'est parti. L'expression orale avec Sarah Guinan, avec Adjara Ouedraogo et avec Madame la maire Aurélie Gros. Madame la maire, on vient de vivre des élections présidentielles. On a été très craintifs, très inquiets quant aux chiffres de l'abstention. On ne va pas les rappeler. Encore une fois, ils sont records. Le premier engagement des jeunes, c'est bien sûr le vote. À 18 ans, les résultats concrètement ne sont pas là. Est-ce que vous êtes inquiète ? Ah oui, moi je suis inquiète puisque cette jeunesse se détourne totalement de la politique. La société se détourne de la politique. C'est vrai que les adultes, en général, aujourd'hui, le milieu politique, le monde politique, les élections, les Français n'y croient plus. De et la notre politique jeunesse, ou des hommes et femmes politiques ? des hommes et des femmes politiques, parce que la politique, c'est la vie de la cité. Donc, par principe, les gens aiment la politique, mais le terme a été totalement détourné. Et aujourd'hui, on n'a plus confiance en ces hommes et femmes politiques, en ceux qui nous gouvernent. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des mesures à prendre urgemment pour ramener notamment cette jeunesse, puisque c'est cette jeunesse qui dirigera le pays dans quelques années, cette jeunesse qui doit revenir vers le vote. Et on a fait quelques propositions au niveau gouvernemental sur ce sujet-là. On y vient dans un instant. Sarah, pas encore majeure. Non. Tu n'as pas pu voter. Non. Mais tu vas quand même participer d'une certaine manière. Oui, j'ai assisté au dépouillement justement pour voir en fait à quoi ressemblait la vie politique, parce qu'en fait, à défaut de ne pas pouvoir voter et dépouiller, j'ai voulu quand même y assister. Donc, ça Mais a pourquoi été, tu as souhaité justement voir comment ça se passait ce moment, il est vrai, important de la vie démocratique, Alors, dans un bureau de vote à plaisir? j'ai jamais en fait accompagné mes parents voter. Je sais pas à quoi ressemble un bureau de vote et je sais que je vais bientôt voter pour les européennes notamment. Et je voulais quand même savoir en fait à quoi ça ressemblait pour pouvoir m'y préparer mentalement et mais également pour mieux comprendre le fonctionnement d'une ville. Donc ça a été une bonne T'étais assez expérience. préparé, ça va? Alors j'ai pas pu apprendre beaucoup de choses en une soirée, mais j'ai pu déjà découvrir l'envers du décor. Alors c'est quoi l'envers du décor? Bah finalement c'est pas des machines qui comptent les billets de vote, c'est bien des humains qui cochent les cases une à une et ça peut être assez long et assez pénible. Donc, Toi, tu as passé toute la nuit à faire des décomptes à plaisir. Adjara Ouedraogo, quel est ton sentiment justement sur cette élection présidentielle et effectivement ces chiffres qu'on a annoncés records, ces chiffres de l'abstention, est-ce que c'est un élément qui t'attriste, qui t'inquiète aujourd'hui, qui te préoccupe? Effectivement, c'est un élément qui m'inquiète, qui m'attriste et notamment on l'a vu à travers les manifestations qui ont eu lieu notamment en Sorbonne, avec les étudiants qui, autour du programme d'action ni Macron, ni Le Pen. Donc, effectivement, l'abstention, ça m'inquiète, effectivement. Et je pense que la réponse à ce problème-là serait de co-construire avec les jeunes des politiques publiques, de sorte à ce qu'ils se sentent concernés par ces politiques publiques-là. Et ça permettra notamment d'apporter une réponse à cette problématique de défiance des jeunes vis-à-vis des institutions politiques. Donc, voilà. Aurélie Gros, vous l'avez entendu, elle leur rappelait effectivement ce slogan qui a été entonné pendant cet entre-deux tours, ni Le Pen ni Macron. Au final, c'est Emmanuel Macron qui a remporté la présidentielle. Est-ce qu'il a, à votre avis, entendu ce cri du cœur de Cette certains campagne a été gens. hyper personnalisée. Ouais. Ça a été sur des personnages en particulier, non pas des programmes. C'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que notre jeunesse, d'ailleurs, s'est exprimée, mais je dirais comme tous les Français, ni Le Pen, ni Macron, ni Mélenchon, et c'est ni. Donc on vote
toujours contre quelqu'un et on ne revient pas au programme. Et je suis d'accord avec mademoiselle. Clairement, la co-construction aujourd'hui est essentielle. Elle est essentielle avec les citoyens, on l'a vu avec la période des Gilets jaunes, mais elle est essentielle avec notre jeunesse. Et votre exposé sur le Conseil municipal des jeunes, je trouve que c'est le moment génial. D'ailleurs, on voit que ces jeunes sont hyper engagés dans les conseils municipaux jeunes. Moi, je le vois. Ils ont des idées. Ils s'intéressent à la politique, ils sont dans une période où ils s'intéressent, où ils ont encore une vision. Il y en a un au Coudray oui, ouais. oui, de CM1, CM2. D'accord. Donc des tout Et jeunes. même en CM1, CM2, ça fuse déjà. Il y a des Ça idées fuse déjà et intéressantes. on va retenir pas mal d'idées. Et ils participent au balcon fleuri, c'est eux qui choisissent, ils font des manifestations, des événements. Et à côté de ça, il y a quelques projets qu'ils ont proposés sur la ville qui vont être retenus par le conseil municipal, je n'en doute pas. Oui, mais ça, pardon, je vous coupe 2 secondes, mais parce qu'il faudrait, je pense, en parler plus. Ah, bien vous voyez, sûr. parce qu'on n'en parle pas. Il y a plein de jeunes qui aimeraient s'investir plus dans la politique de leur ville et qui ne savent pas que ce conseil existe. Ben oui, mais alors moi, j'ai une réponse. Par exemple, je pense que si on donnait le droit de vote à 16 ans, mais le droit de vote accompagné, donc pas du tout ce que propose un grand nombre de candidats ou de politiques, le droit de vote accompagné pour les élections municipales, ça participerait aussi à l'intérêt que les jeunes peuvent avoir à la politique, parce qu'à 16 ans, vous êtes dans votre ville, vous habitez chez vos parents, vous ne vous lancez pas dans les études, et je rappelle qu'à 16 ans, vous avez le droit d'aller en prison, vous avez le droit de vous marier, vous avez le droit de faire des enfants, vous avez le droit de travailler, de payer vos impôts, vous avez le droit de tout faire, mais vous avez le droit de voter. Alors moi, je suis plus pour le droit de vote accompagné sur les élections locales, parce que c'est le moment où justement, on voit concrètement à quoi ça sert de faire de la politique. Quel est le rôle d'un politique? Quel est un programme? Pourquoi? Et on comprend directement dans sa ville l'intérêt d'aller voter. Et ce qu'on applique à la ville, on l'applique plus tard au niveau national. Sarah, à 16 ans, on est assez mature pour voter? Alors, le droit municipal, de vote, hein. Au municipal, les pardon. municipales, je pense que ça serait une bonne idée parce qu'en fait, le problème, c'est que l'argument qui revient assez souvent, c'est que les jeunes ne voteraient pas si on leur donnait le droit de vote. Mais le problème, je pense que ça ne réside pas dans les lois, mais plutôt dans la manière dont on éduque les jeunes sur la politique et sur le droit de vote. Et je pense que pour mettre en place ceci, il faudrait déjà sensibiliser les jeunes à la politique, ce qui n'est pas trop le cas pour l'instant. Et ensuite, c'est vrai que ça pourrait être envisagé, non pas autoriser les jeunes à voter à 16 ans, parce que ça pourrait un peu les brusquer, mais plutôt, comme vous le dites, le faire progressivement en proposant un vote accompagné. Et ce qui pourrait être une très bonne idée, parce que... Pourquoi sans pas le vote, dépouillement, justement, appeler les jeunes de 16 ans Bien aussi sûr. à venir dépouiller avec leurs parents le soir pour voir aussi comment À ça se condition passe. que ça ne dure pas toute la nuit. Hein. Non, bien Comme sûr, pour Sarah, hein, mais parce que- ça peut être aussi une bonne idée. Adjara, quel est votre sentiment? Comment on peut ramener justement cette jeunesse sur le chemin de la citoyenneté? En fait, ce serait intéressant effectivement de donner le droit de vote aux jeunes à 16 ans, mais ce serait aussi intéressant d'intégrer ça dans les programmes scolaires, justement, de passer par le canal de la socialisation, notamment à travers l'école, pour amener les jeunes à connaître l'intérêt du vote et à pouvoir participer justement à la vie publique. Donc, moi, Vous me dites que les suis cours pour d'éducation civique, c'est votes à clairement 16 ans. insuffisant? En fait, c'est pas que c'est insuffisant, mais c'est qu'il y a certaines thématiques qui ne sont vraiment pas abordées dans l'éducation civique. Et moi, je me souviens, on avait fait un atelier au Conseil parisien de la jeunesse pour amener les jeunes à s'engager, à participer. Et il y avait plein de jeunes qui ne savaient vraiment pas c'était quoi vraiment la citoyenneté, comment est-ce qu'il fallait exercer sa citoyenneté, comment est-ce qu'il fallait participer à la vie publique. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à ce niveau-là, en fait. Il faut vraiment, reformater, repenser. Il faut Aurélie rééduquer, en fait. Gros, Il faut les sensibiliser. cours d'éducation civique. Il faut rééduquer, il faut socialiser en fait, les jeunes par rapport au vote, par rapport à l'essai de la citoyenneté. Madame Gros. Oui, alors je pense qu'on a beaucoup perdu sur les questions de citoyenneté, d'éducation civique. Bon, moi, à mon époque, on apprenait l'ensemble des départements, ce qui était Moi aussi, atroce. mais- On détestait ça. De la Aujourd'hui, même on époque. les apprend plus. On a souffert. Ce qui On n'est a pas forcément souffert. On a utile, souffert, Ce qui n'était mais- pas forcément utile, mais Ouais, il y avait un intérêt. Je veux dire, quand on voit le nombre de jeunes qui connaissent même l'hymne national, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et quand on regarde le dernier sondage sur la jeunesse et qu'on remarque que 70% ne savent pas à quoi servent les élections législatives, Oui. ils vont aller voter, ils ne savent toujours pas L'Assemblée pourquoi. Et nationale, avec les le campagnes de désinformation qu'il peut avoir, Mm. alors le Sénat, je pense qu'ils savent... Bah oui. Ils votent même pas, C'est autre chose. comme ils votent pas pour le Sénat de toute manière. Oui, bon, mais les mais ils savent, institutions ne savent pas à sont quoi servent connues. les institutions. Et je crois qu'aujourd'hui, ça doit être
vraiment, d'ailleurs, dès l'école primaire, conseil municipal des jeunes, dès 9 ans, mais que ça perdure jusqu'au lycée. Jusqu'au lycée. Nos institutions changent et il pourrait avoir des explications sur les grandes lois qui les concernent, qui sont des lois qui concernent tous les Français. Moi, quand je propose le vote accompagné à 16 ans, ça a été une concertation nationale qu'on a envoyée à des milliers de jeunes. Il y a plein de jeunes qui m'ont dit non, pas de vote à 16 ans. Mais il y en a plein d'autres qui ont proposé ce vote accompagné. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vraiment de la co-construction. Mais pour les amener à ça, il faut aussi qu'ils soient éduqués tout au long de leur scolarité. Et c'est le rôle de l'école que d'éduquer nos jeunes à être des citoyens exemplaires et surtout à aller voter. Et ça se perd depuis un certain Sarah, temps. quel rôle peut jouer l'école ou doit jouer l'école justement sur cette quête de citoyenneté? Alors je pense que l'école a tout d'abord un rôle d'éducation, mais également de sensibilisation. Et comme elle le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on a des cours d'éducation morale et civique. Et je trouve qu'au lieu, par exemple, d'aborder finalement des thèmes bateaux et d'apprendre des définitions, il faudrait plutôt finalement se concentrer sur l'engagement politique et l'engagement C'est trop abstrait, citoyen. c'est ça? En fait, c'est assez abstrait. Trop théorique. Oui, c'est trop théorique et finalement, on ne sait pas comment appliquer ça au quotidien. Donc, on nous propose pas vraiment en fait, des manières de s'engager assez concrètes. Il faudrait peut-être aborder ça sous un autre angle ou même changer de thème. Donc, c'est vrai que finalement, l'école, c'est le meilleur moyen de sensibiliser à cela parce que finalement, on y est tous et c'est également la meilleure opportunité pour se faire entendre de la part des jeunes. Aurélie Gros, concrètement, ça manque de pratique? Ça manque de pratique. Pourquoi on n'a pas intéressé la jeunesse sur la réforme des retraites dans les écoles? Pourquoi? Ça va les concerner plus tard, leur expliquer à quoi ça sert. Bon, elle n'est pas passée, vous me direz, mais sur le principe, sur les grandes réformes, sur les grandes politiques publiques qui traversent notre pays, on pourrait très bien donner des cas pratiques aux jeunes élèves pour leur dire comment ça fonctionne, comment fonctionne une collectivité territoriale, à quoi sert une région. Je pense que la moitié des lycéens ne savent pas que les lycées sont gérés par les régions. Et ils ne savent pas à quoi sert la région, ne savent pas comment est financée une région ou un département. Donc, tout ça, c'est du pratique et c'est du visuel aussi pour cette jeunesse. C'est-à-dire que ce n'est pas du théorique, ce n'est pas le cours, excusez-moi, entre guillemets, chiant auquel on va, où on nous rabâche effectivement la définition de la démocratie, la définition quand est-ce que les femmes ont eu le droit de vote. Je veux dire, c'est bien, il faut en avoir un petit peu, mais il faudrait rentrer, effectivement, je suis d'accord avec vous, sur le pratique. Adjara, tu es membre du Conseil parisien de la jeunesse et du comité d'éthique de la police municipale de Paris et même d'autres, je crois, conseils. Pourquoi tu cumules, si je puis dire, toutes ces casquettes? Comment tu expliques justement cette attractivité pour tous ces conseils? En fait, je pense que ça s'est fait progressivement. Je n'ai pas accumulé ces casquettes au même moment. Déjà, j'étais déjà engagée en 2019 au Conseil parisien et mon mandat il tire à sa fin cette année. Et vu qu'il tira à sa fin, j'ai eu envie encore de m'engager davantage. Du coup, j'ai postulé pour rejoindre la NACEJ et j'ai été désignée par le Conseil parisien et par la maire de Paris pour justement intégrer le comité d'éthique de la police municipale de Paris pour être justement cette voix jeune pour éclairer notamment la rédaction du corpus qui vise à encadrer l'exercice des agents de la police municipale. Donc, ça ne s'est pas fait... Qu'on comprenne bien, par exemple, quelles sont les thématiques abordées pendant ce comité d'éthique de la police municipale de Paris? En fait, le comité d'éthique de la police municipale de Paris, c'est une instance qui est apolitique, qui veut dire qu'à l'intérieur de ce comité, il n'y a pas d'élus, notamment. Mais ce comité a pour justement objectif de s'occuper de la dimension juridique, déontologique, de tout ce qui touche à l'exercice de cette mission de service public, notamment de ces agents. Et vu que ces agents, ils ont des pouvoirs, il faut justement encadrer l'exercice de cette mission-là. Donc, en gros, ce sont ces thématiques qui sont abordées au sein de ce comité d'éthique. Et puis aussi les rapports entre administrés et administration. Donc, ces rapports-là, justement, sont discutés au sein du comité d'éthique. Et l'idée, justement, c'est de pouvoir que cette police municipale qui a été créée soit exemplaire, mais c'est aussi de pouvoir rapprocher les administrés de l'administration, de pouvoir restaurer ce lien de confiance-là, de pouvoir le travailler, de pouvoir
de pouvoir le renforcer davantage. Et de Et recruter, c'est c'est vraiment bien. ces problématiques-là qui sont au cœur du comité d'éthique. Sarah, toi, tu es membre de l'Assemblée citoyenne locale Oui, c'est ça. de Plaisir dans le 78, dans les Yvelines. Comment ça se passe et on parle de quoi? Alors, comment ça se passe? En fait, c'est également une assemblée apolitique, consultative, et en fait, on travaille par comité. Ça veut dire qu'on a des comités qui vont tourner autour de thèmes récurrents, comme par exemple l'égalité des chances, donc c'est le comité que j'ai rejoint, ou la sécurité, la vie des seniors. Et en fait, on a à peu près 6 mois à 1 an, pardon, pour préparer un dossier, donc sous plusieurs formes, et le présenter justement aux élus afin de proposer des solutions. Alors, au niveau du travail, comme on travaille, c'est pas juste en fait un dossier écrit. Par exemple, nous, on a notamment réalisé un micro-trottoir ce week-end pour aller justement prendre le pouls et connaître l'avis de la population plaisiroise sur l'égalité des chances. Et ensuite, en fonction de ça, on va proposer des idées, des solutions à cette problématique pour pouvoir justement avoir des retours ensuite et des actions concrètes qui vont être mises en place par la municipalité. Et justement, quel type d'actions peuvent être mises en place? Alors, ça peut être par exemple des propositions d'enseignement, donc des thèmes à aborder en classe. Il y a également d'autres, quand ça touche à l'écologie, je sais qu'il y a quelques années, il y avait des infrastructures qui avaient été proposées pour être construites. Mais c'est vraiment en fait des idées qui doivent être proposées dans la mesure du possible. Donc en soi, on peut tout proposer, mais il faut aussi prendre en compte le budget de la ville et il faut que ça soit vraisemblable. Et vous avez le sentiment aujourd'hui d'être entendu, encore même mieux écouté? Alors pour l'instant, on vient tout juste de commencer parce qu'elle a été D'accord. ouverte en février 2021, mais les choses avancent et déjà le fait qu'on puisse discuter avec le maire et les élus nous donne l'impression finalement qu'on est entendu et que la municipalité finalement s'intéresse à la voix des Plaisirois et également des jeunes. Et à un moment, il faut que ça paie. À un moment, il faut peut-être répondre aux propositions. C'est bien d'écouter, c'est bien de mettre le principe, également c'est de répondre aux en action. propositions. D'ailleurs, Tout à fait, c'est de ce qui répondre n'a aux pas propositions. marché avec la Convention citoyenne pour le climat. J'allais y Pour venir. pas faire de parallèle. Ce tirage au sort, là, qu'il a laissé des traces. C'est un tirage au sort qui a laissé des traces puisque le nombre de personnes tirées au sort n'était pas suffisante pour être représentatif de la population dans toutes les catégories, sexe, catégories socio-professionnelles. Voilà, je pense qu'à un moment donné, les âges, puisqu'on avait demandé aussi à ce qu'il y ait des enfants à partir de 16 ans qui puissent intégrer cette Convention citoyenne pour le Surtout sur climat. ouais. Mais pour représenter l'ensemble des territoires, ça ne fonctionnait pas. C'est pour ça que la question que j'aurais voulu lui poser, c'était combien vous étiez dans votre convention citoyenne En à tant que jeune plaisir? Oui. Alors, on n'est pas beaucoup, donc on doit être 50 en tout, donc tout Oui. âge confondu. Par contre, il n'y avait que 3 places pour les jeunes, D'accord. sachant que les moins de 19 ans représentent quand même 30% des Plaisirois. Et aujourd'hui, on n'est que 2 jeunes. C'est intéressant. Donc, on est très peu. Voilà. Ça illustre 30%. exactement Donc, ce que vous venez de dire. à un moment donné, il faut peut-être qu'il aurait fallu rajouter, être 50, 62. Le Mais problème, en tout cas, c'est que la population qui est habitante et qui représente une part 30%, c'est énorme, soit représentée à sa juste valeur. Alors, je pense que même s'il y avait plus de sièges, on n'aurait pas eu assez de demandes parce que là, il y avait 3 places et on n'est que 2. Donc là encore, le problème réside finalement dans la sensibilisation, vu que des gens n'étaient pas finalement au courant, et surtout les jeunes de cette assemblée, il n'y a pas eu beaucoup de candidatures. C'est ce que je Pour cette disais, tranche on ne d'âge. sait pas aujourd'hui que le conseil existe, que les jeunes peuvent participer à la cité. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations là-dessus et de publicité, entre guillemets. Mais heureusement, vous êtes là. Et vous avez d'autres infos pour nous, l'info. Et pour cette information, en plus, ma chère Mathilde, vous nous parlez d'une lettre ouverte à un certain Emmanuel Macron. Ça rejoint ce qu'on disait pendant cette émission, effectivement, sur la place des jeunes et des enfants aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est à partir de 9 ans que l'on peut participer à ces conseils jeunesse. Donc c'est une lettre ouverte, effectivement, qui date du 5 mai et qui appelle le président à créer un ministère de l'enfance et de la jeunesse. Elle est signée par Jean-Marie Dru et Adeline Hazan, président et vice-présidente de l'UNICEF, donc ce n'est pas n'importe qui, car comme il est expliqué, c'est vrai, dans cette lettre, à ce jour, aucun ministre ne représente les enfants. Il est également souligné le fait que les jeunes sont de plus en plus éloignés de la politique. On en parle évidemment le 10 avril dernier. 4 jeunes sur 10 ne se sont pas déplacés pour aller voter. Donc il est, c'est vrai, capital de les prendre en compte réellement. Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui a annoncé que la protection de l'enfance sera la deuxième grande cause de ce quinquennat. Alors, un ministère de l'enfance et de la jeunesse, bonne idée ou pas ? Un ministère, alors moi je vais rajouter un ministère de l'enfance, de la jeunesse, de l'unité nationale et de la participation citoyenne. Comme ça, Ça va faire long. ça fait peut-être long, mais il y a beaucoup à Oui. faire. Parce que je pense qu'il y a ce lien-là, notamment la participation citoyenne
national des citoyens, pas forcément la jeunesse, est très importante, puisque sinon je pense que le pays se retrouvera encore dans une situation compliquée en septembre. Mais vous militez depuis de nombreuses semaines pour ce ministère citoyen. Pour vous, Ça fait ça 5 doit, ans. ça doit se concrétiser? Ça fait 5 ans. Oui, ils ont concrétisé en partie, puisque Marc Fesneau avait eu le rajout participation citoyenne dans son titre à rallonge. Mais les choses n'ont pas été développées lors du premier mandat. Mais d'un autre côté, c'était la promesse initiale de M. Macron, et M. Macron n'a pas développé, on peut le dire, hein, c'est pas, je ne suis pas là pour critiquer Emmanuel Macron, mais ça n'a pas du tout été développé, et le pays a craqué. Après, il y a eu le Covid, donc de toute manière, c'était terminé. Donc aujourd'hui, oui, ça fait 5 ans qu'on milite, pas forcément pour un ministère, mais pour une nouvelle méthode, une fabrique d'idées, de réintéresser les citoyens à la vie publique, à la politique, co-construire avec eux les lois qui concernent leur quotidien. Je veux dire, si on parle souvent de pouvoir d'achat en ce moment, on sait qu'il y a une crise européenne, une guerre. Il y a des personnes qui ne finissent pas leur fin de mois. Il est proposé des chèques énergie un peu partout. Moi, j'ai fait une proposition. Je dis, mais plutôt, on est en plein dans les déclarations d'impôts, plutôt que faire des chèques énergie. Dans la Creuse, peut-être qu'ils ont besoin d'un chèque énergie puisque leur travail est très éloigné. Mais en Ile-de-France, il y a beaucoup de transports en commun. Donc, qu'on puisse choisir entre le chèque énergie, le chèque alimentation et le chèque logement. Parce qu'il y a des problématiques de logement en Ile-de-France, par exemple. Et voilà, je pense que... Et vous avez parlé de ça, les 3 et 4 jours prochains à Marseille pour le G500. On est associé à plusieurs associations, donc on représente à peu près 500 000 citoyens. On est associé à Démocratie Ouverte, à Electis, à Collectif Santé en Danger, à le collectif Un Amour de Justice, Handicap, République et Société, I2M, qui est l'association de concertation marseillaise locale, la locale de l'Étape, et plein d'autres associations qui ont signé cet appel. Et effectivement, il va y avoir des tables rondes sur la question de l'engagement, alors de la jeunesse évidemment, sur la question de la santé, sur la question de la participation citoyenne, et ça va durer 2 jours, et on va essayer de faire ressortir un calendrier des concertations qu'auraient décidé ces citoyens. Mais avec le président Macron ou pas? Ah ben on l'a invité. On a invité tous les candidats avant l'élection présidentielle. On les a tous sollicités. Aujourd'hui, on invite Emmanuel Macron, évidemment, mais on aura un débat parlementaire face au monde associatif et aux citoyens. Donc on a déjà 3 députés, 3 sénateurs. Et à Marseille, voilà, vers endroits qui vont venir débattre. Qui adore cette ville et qui, on sait, aime ce thème de la citoyenneté, fasse un petit tour du côté de Marseille les 3 et 4 juin prochains. Petite question sur votre avenir, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, on est engagé comme ça. Qu'est-ce que vous faites faire pour son pays? C'est pas c'est pas directement lié à l'engagement, mais j'aimerais beaucoup en fait faire de la recherche en sciences. Ça a toujours été un domaine qui m'intéresse. Je crois que c'est pas mal en termes d'engagement. Je pense qu'on est pas mal. Même question. Oui, pardon. C'est juste ça, c'est la science en général et l'enseignement également. Donc pourquoi pas être enseignante-chercheuse en sciences? Ça pourrait et mère de plaisir. Oula, ça fait du taf. Ça fait du taf. Et madame est très engagée, ça se voit, elle est active. Attention, on va faire peur à l'édile de plaisir. Bon. Non, faut pas. Le renouvellement. Et Adjara, même question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par la suite? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Je souhaite m'engager dans le public. Donc en M2, je souhaite faire un master en affaires publiques et administration du politique. Donc pourquoi pas plus tard m'engager dans la politique. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toute petite. Donc voilà. Et à cet effet, justement, concernant le ministère de la jeunesse et puis de l'enfance, je crois que les collectivités locales ont un rôle très pertinent à jouer, notamment, à servir de relais en fait, entre ce ministère-là et les jeunes. Parce qu'au niveau local, vraiment, les jeunes s'engagent. En fait. Au niveau local, il y a plein de choses qui se font, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de relais. Et à la NACEJ, on en avait parlé, il n'y avait vraiment pas de relais et c'est ce qui faisait qu'on avait l'impression que les jeunes ne s'engageaient pas, mais les jeunes s'engagent quand même au niveau local. Et aussi, il faut aussi dans le débat public, il faut s'adresser aux jeunes. Il ne faut pas s'adresser à une certaine catégorie, notamment aux étudiants ou à une certaine catégorie de jeunes. Il y a une pluralité de jeunesse, il faut s'adresser à l'ensemble des jeunes, de sorte à ce que les jeunes puissent vraiment se sentir concernés
et ça va leur donner envie de s'engager. Rapidement, Sarah, que devient la virtual class? Alors la virtual class continue toujours, hein, ça a commencé pendant le confinement et là on fait plus des stages qui durent des mois, mais justement avec les euros du bac de français, on a décidé de faire des simulations et on a organisé notamment des euros blancs du bac de français et on a eu notre dernière session là pendant ces vacances d'avril. Et vous avez quoi comme retour justement sur ces euros blancs? Des retours très positifs. En fait, il y a des élèves qui étaient assez timides, qui étaient un peu terrorisés à l'idée de Euros, passer c'est- devant des jurys. Ouais. Et ça a permis de désacraliser l'épreuve et de les mettre en confiance. Et j'ai eu un retour, là, il n'y a pas très longtemps, d'une élève qui me remerciait parce que du coup, elle est arrivée, enfin, elle a eu la meilleure note de sa classe à son oral blanc du bac de français. Donc je pense que ça a apporté ses fruits. Roulez jeunesse. Merci les jeunes. Vous êtes tout simplement exceptionnels, mesdames. Un grand merci à vous, à Sarah Guinan, élève en première, et notamment fondatrice de la Virtual Class, en Skype avec Adjara Ouedraogo, qui est étudiante en Master 1 en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et un grand merci à Madame la maire Aurélie Gros. On vous Merci. retrouve très bientôt et on sera, pourquoi pas, on va demander un petit financement pour aller du côté de Marseille. Je crois Mais qu'il avec se passe grand quelque chose plaisir. les 3 On et vous 4 invite. juin Ah bah oui. prochains, On le vous G500. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.